Pendant une décennie, c'était simplement un livre. Enfin, simplement, c'est un bien grand mot. Parce que pour certains lecteurs, ce n'était pas seulement une histoire, c'était un refuge, une langue à apprendre, une carte à mémoriser, un univers dans lequel disparaître pendant des heures. Bien avant les fandoms modernes, des générations entières passaient leur soirée à débattre de la Terre du Milieu, comme si elle avait réellement existé. Un livre tellement aimé qu'il s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires, traduit dans des dizaines de langues, lu dans les universités, dans les chambres d'adolescents, dans les trains, dans les tranchées de l'imaginaire collectif. Un livre qui a donné naissance à un genre entier et dont l'influence se retrouve aujourd'hui dans Harry Potter, Game of Thrones, World of Warcraft, Dungeons and Dragons et presque toute la fantasy moderne. Puis, au début des années 2000, quelque chose d'impensable se produit. Hollywood décide d'adapter ce monument réputé infilmable. Un anneau pour les amener tous. Et dans les ténèbres, les lier. Trois films, tournés en même temps, au bout du monde, et contre toute attente, c'est un triomphe. Mais avant tout cela, il y avait un homme, un professeur d'université britannique qui passait son temps à inventer des mots inconnus de tous, puis des langues, puis des peuples, puis des légendes, puis un monde. Et sans vraiment le vouloir, il allait créer l'une des œuvres les plus importantes de toute l'histoire de la littérature. Voici l'histoire de John Ronald Reuel Tolkien, l'homme qui a inventé la Terre du Milieu, et qui a fait naître une passion mondiale pour la fantasy. Avant de créer des elfes, avant les hobbits, avant même d'imaginer l'anneau unique, il y avait simplement un petit garçon qui adorait les mots. Et comme souvent dans les histoires qui changent tout, le début n'a rien d'épique, rien de spectaculaire, juste un point de départ sans qu'on puisse encore imaginer la suite. À ce moment-là, sa famille vit loin de l'Angleterre, dans une colonie britannique où le quotidien ne ressemble en rien au monde qui inspirera plus tard ses récits. C'est là, à Bloemfontein, en Afrique du Sud, alors situé dans l'état libre d'Orange, que naît John Ronald Tolkien, le 3 janvier 1892. Son père travaille dans une banque et rien ne laisse présager que cet enfant deviendra un jour l'un des écrivains les plus influents de l'histoire. Tolkien naît en 1892 dans l'état libre d'Orange, qui est une petite république bourre d'Afrique du Sud. Son père était venu quelques mois plus tôt là-bas pour essayer de faire fortune dans la banque. C'est plutôt une classe assez pauvre, déshéritée. C'est une ancienne famille riche, mais qui a perdu sa fortune au 19e siècle. Mais à vrai dire, Tolkien gardera très peu de souvenirs de cette période, parce que très vite, sa vie bascule. À l'âge de 3 ans, sa mère décide de rentrer en Angleterre avec Ronald et son jeune frère pour rendre visite à leur famille. Le voyage devait seulement être temporaire sur le papier, mais quelques mois plus tard, une terrible nouvelle arrive. Son père meurt brutalement en Afrique du Sud. Il n'a que 4 ans. Du jour au lendemain, sa mère se retrouve seule avec ses 2 enfants. Elle s'installe alors dans un petit village à l'extérieur de Birmingham, appelé Sayre Hall. Un endroit banal en apparence, trop banal pour marquer l'histoire, ou presque. Parce que c'est exactement l'inverse qui va se produire. Sans le savoir, ce décor va s'imprimer dans l'imaginaire d'un enfant et ressurgir bien des années plus tard sous une autre forme, la comté. Tolkien se souviendra avec une nostalgie immense de cet endroit. Les moulins, les champs, les ruisseaux, les arbres, les promenades dans la campagne anglaise. Tout ce qui compose aujourd'hui l'univers paisible des Hobbits trouve en partie son origine dans ses souvenirs d'enfance. Il se sentait profondément chez lui dans cette verte campagne. Il adorait cette vie campagnarde et villageoise avec ses paysans. Et plus tard, ce souvenir l'a aidé à façonner l'image de la comté où vivent les hobbits. Mais s'il y a une personne qui va véritablement façonner Tolkien, c'est sa mère. Mabel Tolkien ne se contente pas seulement de l'éduquer. Elle lui transmet une curiosité presque insatiable. Elle lui apprend le latin alors qu'il est encore très jeune. Elle lui fait découvrir la botanique. Elle lui apprend à observer les plantes, les arbres, les paysages. Et surtout, elle lui transmet une passion qui ne le quittera jamais, les langues. Pour la plupart d'entre nous, apprendre une langue, c'est surtout une obligation scolaire. Pour Tolkien, c'est un terrain de jeu. Chaque mot devient un puzzle. Chaque son raconte quelque chose d'unique. Chaque langue cache une manière différente de voir le monde et de le raconter. Et très vite, il dévore tout ce qu'il peut trouver. Le latin, le grec, le vieil anglais, le gallois, le finnois, pour ne citer que. Mais le plus étrange, c'est qu'il ne se contente pas d'apprendre les langues et de les recracher. Non, lui, Tolkien, il commence à en inventer. Bien avant d'écrire des romans, Tolkien fabrique déjà ses propres mots, ses propres règles, ses propres alphabets, ses propres sonorités. Comme d'autres dessinent des cartes ou construisent des cabanes, lui construit des langues. Et ce passe-temps va finir par changer la littérature mondiale. Malheureusement, le bonheur ne dure pas. En 1904, sa mère meurt à son tour d'une maladie qui, à l'époque, ne peut pas être soignée correctement.
le diabète. Tolkien n'a que 12 ans. La deuxième déchirure, c'est la mort de sa mère, Mabel. Elle meurt en 1904 d'un coma diabétique, de façon très brutale. Et déjà orphelin de père, Tolkien et son petit frère vont être orphelins de mère et confiés au père Francis Morgan. Quelques années à peine, il perd ses 2 parents. Et cette blessure ne disparaîtra jamais totalement. Plus tard, il décrira même sa mère comme une sorte de martyr et reconnaîtra l'influence immense qu'elle a exercée sur sa vie. Mais malgré les difficultés, Ronald continue d'avancer. À l'école, il excelle, particulièrement, et vous vous en doutez, dans les matières qui touchent aux langues anciennes. Il se découvre bientôt une autre passion, les mythes, les récits médiévaux, les légendes nordiques, ou encore les sagas islandaises. Toutes ces histoires peuplées de héros, de monstres et de royaumes oubliés qui nourrissent déjà son imagination. Pour Tolkien, ce n'est pas simplement une question de sens, c'est aussi une question de musicalité. C'est quelqu'un qui a une oreille fine et qui est sensible au fait que différents peuples, différentes cultures s'expriment à travers des sons qui sont différents de sa langue maternelle. Puis arrivent les années universitaires. Oxford, l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Tolkien y étudie la philologie. Et normalement, là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Alors c'est simple, c'est une discipline un petit peu particulière, presque étrange vue d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'étude des langues, mais leur histoire, leur transformation, leurs racines les plus profondes et anciennes. Un peu comme si on remontait le temps à travers les mondes. Et pour Tolkien, c'est loin d'être une matière abstraite. Non, ça en devient une obsession, une façon de comprendre comment les langues naissent, vivent et parfois disparaissent. Et là encore, il se distingue rapidement. Mais ce qui compte peut-être le plus, ce sont ses amis. Un petit groupe de jeunes passionnés de littérature, de poésie et d'art, alias le TCBS. TCBS pour Tea Club Barrovian Society. Ils se rencontrent avant Oxford à la King Edward School de Birmingham, mais maintiennent de forts liens pendant et après les années à Oxford. Ils passent des heures à discuter de leurs projets, à lire leurs textes, à se critiquer, à rêver. Pour Tolkien, ces échanges sont essentiels. Et pour la première fois, il a le sentiment que ses idées les plus folles intéressent d'autres personnes. Parmi toutes ces idées, il y en a une qui commence doucement à prendre forme. Une idée étrange, une obsession même. Créer une mythologie entière. Pas seulement une histoire, mais tout un monde. Une mythologie avec ses peuples, ses langues, ses légendes, son histoire, ses héros et ses tragédies. Comme si la Grande-Bretagne avait perdu quelque part sa mythologie antique et qu'il fallait la reconstruire pièce par pièce. Mais avant même que ce rêve ne devienne réalité, une catastrophe s'abat sur l'Europe. En effet, nous sommes en 1914 et vous voyez où je vais en venir. Le monde s'apprête à entrer en pleine Première Guerre mondiale. Et là, on ne parle plus de grammaire, ou de langue, ou d'imaginaire. On parle de tranchées, de boue, de lettres qui n'arrivent jamais. Et surtout, d'amis qui ne reviennent pas. Le TCBS, son groupe d'amis qui rêvait de changer le monde avec des idées brillantes, disparaît presque entièrement dans la guerre. Seuls Tolkien et Christopher Wiseman survivent. Mais ce genre de survie-là ne ressemble pas vraiment à une victoire. Après la guerre, Tolkien tente de reprendre sa vie. Mais rien n'est vraiment repris, la guerre laissant des douleurs indélébiles. Malgré cela, il devient ensuite professeur à Oxford vers la fin des années 1920. Le jour, il enseigne. Le soir, il écrit. Et un jour, alors qu'il corrige des copies, il tombe sur une page blanche. Sans vraiment réfléchir, il écrit une phrase, une seule. Dans un trou, sous terre, vivait un hobbit. À ce moment-là, il ignore encore que cette phrase va changer sa vie et celle de millions de personnes. Quelques années plus tard, cette histoire est publiée sous le titre Le Hobbit. Nous sommes en 1937. Et sans le savoir, Tolkien vient d'ouvrir la porte de la Terre du Milieu au reste du monde. Si vous demandez à n'importe quel écrivain comment est né son univers, il vous répondra probablement qu'il a commencé par un personnage, ou une intrigue, ou une idée. Tolkien, lui, a commencé par un problème beaucoup plus étrange. Des mots. Pas des mots anglais, pas des mots latins. Des mots qui n'existaient dans aucune langue sur Terre. Le livre raconte l'histoire d'un hobbit nommé Bilbon Saquet, qui malgré lui se retrouve entraîné dans une aventure bien plus grande que lui. Et au programme, des trolls, des gobelins, des araignées géantes, un trésor colossal et surtout Smaug, un dragon capable de réduire une ville entière en cendres. Sur le papier, cela ressemble à un conte pour enfants. Mais les lecteurs remarquent rapidement quelque chose d'étrange. À chaque page, Tolkien donne l'impression qu'une histoire beaucoup plus vaste se cache derrière celle qu'il raconte. Un personnage mentionne une bataille vieille de plusieurs siècles. Une chanson fait référence à des héros dont on n'apprendra jamais l'histoire. Un lieu abandonné semble porter les cicatrices d'un passé oublié. Comme si Bilbon traversait les ruines d'un monde dont le lecteur n'aperçoit que quelques fragments. Et ce n'est pas une impression. Car pendant que le public découvre le Hobbit, Tolkien travaille déjà depuis des décennies sur des légendes, des cartes, des généalogies et surtout
des langues imaginaires. C'est même probablement le cas le plus étrange de toute l'histoire de la littérature. Habituellement, un auteur invente un monde pour raconter une histoire. Tolkien, lui, fait exactement l'inverse. Il invente d'abord des langues. La première langue fictive parlée par Tolkien s'appelait l'animalique. Et à vrai dire, seulement quelques mots nous sont parvenus et apparemment, ça ressemblait à ça. Puis, il se demande qui pourrait les parler. De cette question naissent les elfes, puis leur histoire, puis leur royaume, puis leur guerre, puis leur mythe. Le résultat est vertigineux. Le Quenya, l'une des langues elfiques les plus célèbres, possède sa propre grammaire, ses règles de conjugaison et son vocabulaire. Le Sindarin, lui, une autre langue elfique, suit une logique complètement différente. Tolkien était tellement obsédé par ces détails qu'il passait parfois des semaines à perfectionner un système linguistique que la plupart des lecteurs ne remarqueraient jamais. Et pourtant, c'est précisément ce travail invisible qui donne à la Terre du Milieu cette impression de réalité. Quelques années plus tard, les lecteurs réclament une suite au Hobbit. Mais il écrit également en ayant en tête les lecteurs du Hobbit qui ont grandi et qui ont été très nombreux à lui demander des précisions sur le monde des Hobbits. On voit de nombreuses lettres où il répond aux lecteurs, par exemple, sur la coutume des cadeaux chez les Hobbits. Tolkien accepte le défi. Puis, il se retrouve bloqué. Pendant longtemps, il ignore complètement quelle histoire raconter. La seule piste dont il dispose est un objet trouvé par Bilbon dans une grotte, un anneau. Dans le Hobbit, cet anneau est presque un accessoire, un gadget magique permettant de devenir invisible. Mais plus Tolkien avance dans son écriture, plus cet objet prend de l'importance, jusqu'à devenir le cœur d'une œuvre gigantesque, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux est pour Tolkien une sorte de monstre, de réécriture d'un mythe personnel dans lequel il a mis une grande partie de sa vie et de son cœur. Lorsque les 3 volumes paraissent entre 1954 et 1955, les lecteurs découvrent quelque chose qui dépasse largement le cadre de la fantasy. Aragorn, Frodon, Gandalf, Legolas, Gimli ou Gollum deviennent les visages d'un univers dont l'histoire semble s'étendre sur des millénaires. Aujourd'hui, on estime que Le Seigneur des Anneaux s'est vendu à plus de 150 millions d'exemplaires et a été traduit dans une cinquantaine de langues. Prenez juste 2 secondes pour digérer l'info. Son influence est devenue tellement immense qu'il est presque impossible d'imaginer la fantasy moderne sans lui. Mais le plus fascinant est peut-être ailleurs, car Tolkien n'avait pas pour ambition de créer uniquement un roman. Il vise quelque chose de beaucoup plus ambitieux qu'un simple récit de fantasy. Et vous vous rappelez ce rêve de créer une mythologie dont on parlait précédemment. D'un côté, Tolkien admirait les récits nordiques, les légendes celtiques, les mythes grecs, romains ou égyptiens. D'un autre, il regrettait que l'Angleterre ne possède pas un ensemble mythologique comparable. Alors il s'est mis à en inventer un. Do not laugh, but once upon a time, my crest has long since fallen. I had a mind to make a body of more or less connected legend, ranging from the large and cosmogonic to the level of romantic fairy story. Au départ, pour son pays. À l'arrivée, pour le monde entier. Which I could dedicate simply to England, to my country. I would draw some of the great tales and fullness, and leave many only placed in the scheme and sketched. The cycles should be linked to a majestic whole. Absurde. Et c'est peut-être là que réside le secret de son succès. Sous les dragons, les batailles, les anneaux magiques, Tolkien parle toujours des mêmes choses. Le courage face à l'adversité, le sacrifice, l'amitié, la tentation du pouvoir, le poids du destin et la peur de la mort. Des questions aussi anciennes que l'humanité elle-même. Voilà pourquoi, près d'un siècle après la publication du Hobbit, des millions de lecteurs continuent encore d'ouvrir ces livres avec l'impression d'entrer dans un monde qui a toujours existé. Et pourtant, malgré son succès colossal, la Terre du Milieu semblait condamnée à rester sur papier. Parce qu'une chose saute aux yeux quand on referme le Seigneur des Anneaux. Comment adapter ça au cinéma? Comment montrer des armées de dizaines de milliers de combattants? Des villes entières creusées dans la montagne? Des créatures qui n'existent que dans l'imagination de Tolkien? Comment faire vivre à l'écran un univers construit pendant plus d'un demi-siècle sans le réduire à une simple histoire de magie et de bataille? Pendant longtemps, Hollywood a considéré la mission comme impossible. Plusieurs réalisateurs ont essayé. Tous se sont cassés les dents. Et puis, à l'autre bout du monde, un réalisateur néo-zélandais passionné de fantasy et des œuvres de Tolkien a décidé de tenter l'impensable. Son nom vous sera forcément familier. Oui, on parle bien de Peter Jackson. Ce qu'il allait accomplir n'allait pas seulement changer l'histoire du cinéma fantastique. Cela allait faire découvrir Tolkien à une génération entière qui n'avait jamais ouvert un seul de ses livres. Aujourd'hui, quand on pense au Seigneur des Anneaux, on imagine immédiatement les paysages de Nouvelle-Zélande. Les batailles gigantesques des champs du Pelennor ou du gouffre de Helm, les Nazgûl, ce bon vieux duo Legolas-Gimli et la musique mythique de Howard Shore. Mais avant tout ça, la Terre du Milieu a connu une adaptation beaucoup plus artisanale. En
En 1978, le réalisateur Ralph Bakshi se lance dans ce que beaucoup considèrent déjà comme une mission suicidaire, adapter Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Sauf qu'il y a un problème, l'argent. Beaucoup de problèmes liés à l'histoire du cinéma commencent par là, avec un budget limité et une histoire beaucoup trop grande pour les moyens de l'époque. Bakshi est obligé de bricoler. Il filme des acteurs en prise de vue réelle, puis redessine par-dessus les images grâce à une technique appelée rotoscopie. Le résultat est unique. Par moments, c'est fascinant, à d'autres, on a l'impression que des silhouettes fantomatiques se promènent dans un rêve sous acier. Played its part. We follow the orcs. Le film adapte la communauté de l'anneau et une partie des deux tours. Et c'est là qu'arrive le second problème. Il n'y a pas de fin, littéralement. Le film s'arrête en plein milieu de l'histoire parce que la suite ne sera jamais produite. Des générations de spectateurs découvrent donc la Terre du Milieu avant d'être abandonnés sur le bord de la route, quelque part avant la destruction de l'anneau. Les orques attaquent enfin le gouffre de Helm. Une guerre avec de l'action, des rebondissements. Non, je déconne, en vrai on n'y voit rien. Ça hurle dans tous les sens et en plus de ça, c'est hyper lent. Mais regardez-moi ça, on ne voit rien, on ne comprend rien. On n'arrive même pas à voir qui sont les orques et qui sont les hommes là-dedans en fait. Pourtant, malgré ses limites, cette version va laisser une trace étonnante. Certaines images, certains plans et même certaines idées visuelles survivront pendant plus de 20 ans. Car parmi les spectateurs fascinés par cette adaptation imparfaite se trouvait Peter Jackson, qui rêvait, lui aussi, de porter Tolkien à l'écran. Sauf que lui allait réussir, et c'est un euphémisme. Là où tout le monde avait échoué. Legend tells of a ring created by an ancient evil that gave its wearer the power to enslave the world. Believed lost for centuries, it has now been found. Is it secret? Is it safe? This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. À Hollywood, Peter Jackson est connu pour des films ultra fauchés, souvent gore, parfois complètement barrés. You can pray. I kick ass for the Lord. You can plead. Des titres comme Bad Taste, Brain Dead ou encore Heavenly Creatures montrent bien le ton. Du bricolage, du sang et une imagination débordante, très loin des grandes fresques épiques. Mais c'est précisément ça qui va faire toute la différence. Quand les studios commencent à s'intéresser au Seigneur des Anneaux, ils ne veulent d'abord qu'un seul film, puis deux, puis une version condensée accessible. Bref, tout sauf ce que Tolkien a écrit. Jackson, lui, fait un truc presque suicidaire dans l'industrie. Il refuse de trahir l'ampleur du récit. Et pour convaincre, il arrive avec une idée qui, à l'époque, ressemble à une folie administrative. Tourner 3 films en même temps. Pas 3 films consécutifs, 3 films en production continue, en Nouvelle-Zélande, avec des milliers de personnes mobilisées pendant des années. Voici une porte de Hobbit. Elle n'ouvre pas sur un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère sointante. Non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir, ni sur quoi manger. C'est une porte de cinéma, ce qui implique qu'elle n'ouvre sur rien. Pourtant cette porte, elle charrie tout un imaginaire. C'est celle de Cul-de-Sac, la demeure de Bilbo et Frodo, qui se trouve dans le village fictif de Hobbiton. Et là, on entre dans un autre monde. Parce que la Terre du Milieu ne s'est pas juste tournée en Nouvelle-Zélande, elle s'est littéralement construite là-bas. Hobbiton a été construit une première fois en 99 en matériaux périssables pour le tournage de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, à 10 km environ au sud de Matamata, dans l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, sur les terres d'un cool fermier du coin. Les décors sont plantés au milieu de paysages réels déjà irréels. Hobbiton est une colline transformée en village permanent, avec des portes de Hobbit en bois et en mousse qui resteront sur place après le tournage. Certaines existent encore aujourd'hui, entretenu comme un site touristique. Et puis, il y a le tournage lui-même, qui ressemble parfois à une expédition militaire déguisée en film indépendant. Les acteurs passent des mois isolés dans une sorte de bulle hors du temps. Elijah Wood découvre la Nouvelle-Zélande comme Frodon découvre la Terre du Milieu.
sans vraiment comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se jouer. Viggo Mortensen, lui, devient Aragorn. Il devient un problème logistique à lui tout seul. Il garde son épée en permanence, même hors plateau. Il dort avec, il mange avec, il se balade avec comme si la caméra pouvait s'allumer à tout moment. Et puis, il y a cette anecdote devenue culte, après une scène de bataille, il insiste pour faire lui-même les cascades supplémentaires et finit par se casser 2 orteils en donnant un coup de pied dans un casque d'Uruk-hai pendant le tournage des 2 tours. Pendant ce temps, Andy Serkis ne joue même pas juste un rôle, il invente quelque chose. Gollum n'existe pas encore dans le cinéma tel qu'on connaît. La motion capture est balbutiante. Beaucoup pensent même que ça ne peut pas marcher sur un personnage principal. Jackson insiste, Serkis joue, les animateurs reconstruisent. Andy's physical presence on set became an important part of how Gollum was developed, and so what we wanted to do was to take all that physicality and find a way to capture that and bring it to the digital character of Gollum. Petit à petit, une créature numérique devient l'un des personnages les plus humains de toute la trilogie. Et paradoxalement, plus la technologie avance, plus le film reste artisanal. Parce que derrière les armées numériques, il y a des milliers de figures en réel, des costumes cousus à la main, des armes fabriquées une par une, des langues inventées et apprises par les acteurs comme de vrais dialectes vivants. Même la musique d'Edward Shore participe à ce sentiment d'ampleur historique. Chaque peuple a son thème, sa respiration, presque sa mémoire. Résultat, quand le premier film sort en 2001, personne n'est vraiment prêt. Ni les studios, ni les spectateurs. Et encore moins ceux qui pensaient qu'une fantaisie aussi sérieuse ne pouvait pas marcher au cinéma. Mais dès les premières images, la voix de Galadriel, la comté, la lumière dorée, quelque chose se passe. C'est un monde qui s'ouvre. Et quand La Communauté de l'Anneau sort en 2001, le monde ne regarde pas un simple film. Il découvre un phénomène. Parce que personne ne s'attendait vraiment à ça. À une époque où la fantaisie au cinéma est encore souvent associée à quelque chose de kitsch ou d'enfantin, Le Seigneur des Anneaux arrive comme un contre-exemple brutal. Un film où tout est pris au sérieux, trop au sérieux même. Et c'est précisément pour ça que ça marche. Les salles sont pleines, les gens reviennent. Certains enchaînent les séances comme on reviendrait dans un rêve dont on ne veut pas sortir. Très vite, le film devient un rituel. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce phénomène ne repose pas uniquement sur la grande histoire. Il repose aussi sur des moments très précis. Des scènes qui s'impriment dans la mémoire collective comme des éclats. Comme si chaque film était construit autour de pics émotionnels impossibles à oublier. Il y a d'abord cette entrée dans la comté, une simplicité presque suspecte, un endroit trop paisible pour être vrai. Et pourtant, c'est là que tout commence. Puis très vite, le ton bascule, les Nazgûl, le danger invisible, le souffle qui s'approche, et cette idée très simple mais terrifiante. Plus l'anneau est près de Frodon, plus le monde devient dangereux. Ensuite, il y a les scènes qui ne sont même plus vraiment des scènes, mais des références culturelles à part entière. Gandalf face au Balrog dans la Moria. Le pont qui s'effondre, et cette phrase devenue immortelle, « You shall not pass », ou en français, « Vous ne passerez pas », et je vous épargne l'imitation. Et ça, c'est pour le premier film de La Communauté de l'Anneau, parce que le second appuie ce qui a déjà été créé dans le premier. Que dire de cette bataille du gouffre de Helm, qui restera comme l'une des plus prenantes et épiques du monde du cinéma. Une nuit entière de tension, cette impression constante que tout peut s'effondrer à chaque seconde. C'est long, c'est dur, et pourtant impossible de détourner les yeux. Et au milieu de tout ça, Gimli pour apporter sa petite touche humoristique. Et puis évidemment, le retour de Joe. Parce que là, Peter Jackson ne se contente plus de monter d'un coup. La bataille des champs du Pelennor n'est plus juste une bataille, c'est un chaos organisé. Des milliers de cavaliers, des lignes qui explosent, des éléphants gigantesques. Et dans ce chaos, un moment suspendu, quand les Rohirrim chargent, et que le monde entier semble retenir son souffle. Et presque, comme si ça ne suffisait pas, le film continue encore, jusqu'au nom du destin. Jusqu'à ce dernier combat, qui n'en est plus vraiment un, détruire une lutte, quelque chose de plus grand que les personnages eux-mêmes. Et c'est peut-être ça, au fond, la force de cette trilogie. Ce n'est pas juste une histoire de guerre ou d'anneaux, c'est une succession de moments tellement forts qu'ils finissent par devenir des souvenirs collectifs. C'est pour ça que, 20 ans plus tard, les gens continuent de revoir ces films. Pour ces moments précis où le cinéma devient plus grand que lui-même, sans jamais oublier l'émotion
qu'il a fait naître. Et évidemment, après Peter Jackson, l'univers de Tolkien n'a jamais cessé d'attirer Hollywood. Il y a eu d'autres tentatives, en série comme au cinéma. Certaines ont essayé de prolonger la magie, d'autres de la réinventer, avec des résultats très inégaux, parfois ambitieux, parfois beaucoup plus discutés. Mais aucune n'a vraiment réussi à recréer ce basque noir, parce que la trilogie de Peter Jackson arrive à un moment très précis, et surtout avec une cohérence rare. Un même souffle sur 3 films, une vision unique, et cette sensation que tout a été pensé comme un seul récit, pas comme une franchise. Surtout, elle reste profondément liée aux livres de Tolkien d'une manière particulière. Elle ne cherche pas à les remplacer ni à les moderniser. Elle essaye de les rendre habitables. C'est pour ça qu'elle garde une place à part. Et au fond, tout revient toujours à Tolkien. À cette idée simple, mais vertigineuse, qu'un seul auteur peut inventer un monde si dense qu'il continue de vivre bien après lui. Dans les livres, puis dans les films, et maintenant, dans toutes les formes de récits qui s'en inspirent. A très vite pour une nouvelle vidéo. Salut.